Bonjour. Emmanuel Macron, à 3 mois des élections, joue la provocation, se vautre dans la vulgarité, divise les Français, fomente la violence, fait de chacun le flic chargé de surveiller son voisin. Il veut transformer l'élection présidentielle en simple élection covidentielle. Il utilise les médias à loisir, accumule les temps d'antenne, à Paris ou à Strasbourg, et tant pis pour le respect des règles démocratiques. Bref, il veut interdire que les vraies questions soient débattues, que son bilan soit exposé, qu'il soit considéré pour ce qu'il est. Emmanuel Macron ne veut pas qu'on parle emploi, salaire, pouvoir d'achat, logement, éducation, par exemple. Il revendique lui-même d'être un emmerdeur et s'affirme comme destructeur des valeurs républicaines, du ciment de la nation. Il dit qu'une chose et son contraire, méprise le peuple. Le terrain devrait être favorable dans ce contexte à l'opposition à la gauche notamment. Et pourtant, la gauche est dans la panade. Cela semble pour le moins paradoxal. Oui, mais que fait donc la gauche? Pourquoi donc une telle situation? Alors que Mélenchon ou Roussel, par exemple, mettent parfois l'accent sur ce qui concerne des millions de Français, leur candidature ne semble pas vraiment décoller. Pourtant, il leur arrive de parler des vraies questions vitales, sociales, à destination des travailleurs, des salariés, des jeunes, mais rien n'y fait. Les pronostics ne les voient pas progresser. N'y aurait-il pas là quelque chose, à première vue, d'irrationnel, d'incohérent, quelque chose que les militants concernés trouveront d'ailleurs particulièrement injuste? Première explication classique. On incrimine, pour expliquer ce phénomène, les médias aux ordres. Tout serait alors dit, mais l'explication est tout aussi fausse que désespérante. Désespérante car il n'y aurait plus rien à faire. Les médias appartiennent à quelques grandes fortunes et ne sont pas prêts de changer de main. Leurs lignes éditoriales sont figées et donc la gauche ne pourrait pas remonter. Mais l'explication est fausse, car les citoyens ne sont pas des abrutis justement à se faire manipuler par quelques éditorialistes en vogue. C'est en fait dans la gauche elle-même que se trouve la principale explication de ces faiblesses. Évidemment, cela, les différents responsables et militants ne veulent pas le voir, car c'est une remise en cause directe. Pourtant, la réalité est incontournable. Je voudrais partir pour l'expliquer de l'actualité plus ou moins récente. Juste avant les fêtes de fin d'année, nous avons eu droit à une série de déclarations qui, au nom de l'unité de la gauche, ont révélé à la fois son incohérence et expliqué sa faiblesse. Depuis le début de l'année, à plusieurs semaines de l'élection, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Montebourg d'abord, donnant sa personne pour une candidature unique. Un petit tour, et puis s'en va, exit Montebourg. Hidalgo pour le PS, d'abord pro-primaire avant de s'y opposer. Jadot, rechignant. Mélenchon observant, tous partisans d'un seul candidat, à condition bien sûr que ce soit eux et pas un autre. Et sorti comme un diable de son chapeau, la dernière venue dans la danse, l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande, Christiane Taubira. Venue sauver la patrie de gauche en proposant une primaire à tout ce beau monde. Et nous en sommes là. Une primaire taillée sur mesure sous le prétexte de définir un candidat commun, unique, qui doit servir en fait à faire de Taubira une candidate de puce. Quelle confusion! Christiane Taubira en est une expression pratiquement pure qui illustre à merveille ce qu'est cette gauche. Christiane Taubira se présente en sauveur suprême de la gauche en perdition, mais elle ne dit mot des positions qu'elle compte défendre, du programme qu'elle désire porter. J'ai donc décidé de revenir aux sources de Taubira pour tenter d'y voir clair. Elle fait son apparition en 2002, recueillant alors un peu plus de 2% des voix à la présidentielle avec l'investiture des radicaux de gauche. Ces fameux 2%, soit dit en passant, qui auront manqué à Lionel Jospin pour accéder au deuxième tour. Passons. Sur les questions clés dont l'histoire montre qu'elle n'a pas varié, que dit Taubira? Prenons-en quelques-unes. Elle est partisane d'une Union européenne aux prérogatives fortes, fédérales. Une constitution fédérale européenne doit dire qui fait quoi, doit répartir clairement les compétences entre l'Union et les États membres. Elle théorise donc la mise sous tutelle des nations, le déni de démocratie, la toute-puissance d'instances supranationales contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 2005 est passé par là, l'incompétence de l'Union, sa politique antisociale et antinationale, mais rien n'y fait. Taubira, que tout le monde considère de gauche, est européiste à tout craint. Elle préconise la défense d'un régime présidentiel fort en France. La concomitance des élections législatives, sénatoriales et présidentielles et l'unification du pouvoir exécutif de l'État par suppression du poste du Premier ministre
assureront l'instauration d'un véritable régime présidentiel. Bien. Elle se prononce donc pour le renforcement du régime profondément antidémocratique de la Ve République, qui octroie les pouvoirs à un apprenti Bonaparte, qui, une fois élu, fait à peu près ce qu'il veut. Elle est favorable à la suppression progressive des cotisations sociales dans le financement de l'assurance maladie. Le mouvement de fiscalisation du financement de la protection sociale, engagé avec la création de la CSG, substituée aux cotisations d'assurance maladie, doit être prolongé. C'est le vieux rêve du patronat qui voit dans ce qu'il appelle les charges sociales, c'est-à-dire les cotisations, la source de ses difficultés à rétribuer toujours plus ses actionnaires et à s'en mettre toujours plus plein les poches. Soit dit en passant, comme il s'agit de piquer le salaire différé des Français, eh bien Taubira propose tout simplement, en termes feutrés, de taper le travailleur au porte-monnaie. Certes, avec suffisamment de subtilité pour qu'il n'en se rende pas compte. Elle est aussi en faveur d'une baisse de l'imposition des plus riches. Ainsi, elle déclare « La progressivité conforme au principe d'une fiscalité républicaine est indispensable à l'égalisation du sacrifice fiscal. Elle ne doit pas pour autant décourager l'effort et l'initiative, et doit donc s'accompagner de la fixation de taux modérés, y compris le taux marginal supérieur. » Elle entonne donc la rengaine habituelle de l'impôt confiscatoire qui étranglerait les plus riches et sans doute les décourage, pardi. Tiens. Cerise sur le gâteau, elle se prononce pour la retraite par capitalisation pour les revenus aisés. Au-delà d'un certain niveau de pension de retraite, les compléments, le cas échéant recherchés, relèvent de la responsabilité individuelle. Ces compléments doivent être financés par la capitalisation. Là aussi, on connaît la chanson. On fait entrer le loup dans la bergerie, au nom d'un certain niveau de retraite, comme elle le dit si bien, au nom de l'équité, pardi, terme à la mode, et une fois la porte ouverte, on n'a plus qu'à discuter du niveau en question, et le tour est joué, y compris pour les faibles retraites qui concernent la majorité. Taubira, ben voilà, c'est ça. Ne tirons pas sur l'ambulance, hein, n'est-ce pas? Je passe donc sur son approbation de la politique menée sous Hollande et Macron, notamment dans le domaine économique et social, avec le CICE, ou encore avec les lois travail, par exemple. Est-ce excessif d'illustrer la gauche, en général, par le cas particulier de Christiane Taubira? Eh ben non, moi je crois pas. D'abord parce que nul, dès qu'elle est apparue dans le paysage politique, n'a contesté ses positions politiques en la qualifiant pour ce qu'elle est. Christiane Taubira est une femme politique ultralibérale comme les autres. Ensuite, parce que sur le fond, l'absence de débat clarificateur à gauche vient du fait que tout le monde, à quelques nuances près, est d'accord. La chute de la gauche, c'est d'abord sa déconfiture intellectuelle, théorique, programmatique. Aux questions de fond, nombreux qu'on trouve tout autant à la France insoumise que chez les Verts, au PS qu'au PCF, préfèrent les sujets sociétaux qui vont des LGTB au mariage pour tous, de la PMA à la GPA, de la négation de la nation à la propagation de la langue inclusive, en passant par les discriminations de toutes sortes, sorties de leur contexte de classe. Le tout agrémenté d'une vision communautariste de la société qui tourne le dos en fait aux principes républicains. En réalité, le wokisme importé des USA s'est emparé des formations qui se réclament de la gauche. Si Jean-Luc Mélenchon, par exemple, n'est plus reconnu pour son accent social, ou l'est beaucoup moins, c'est uniquement parce qu'il a brouillé lui-même le discours. À force de vouloir en donner à toutes les clientèles, loin de les amalgamer, eh bien il a organisé lui-même le rejet. Alors qui représente la gauche, laissant orphelin nombre de militants sincères qui ne savent vers où se tourner? Regardez bien. Européen et mondialiste, acharné. Partisan des lois rétrogrades, le travail par exemple. Pourfendeur du système de retraite. Exonérateur des impôts pour les plus aisés au nom du ruissellement et de l'emploi. Tiens. La gauche a bien un candidat unique, oui. Il se nomme Emmanuel Macron. Il est l'héritier du dernier gouvernement socialiste où il occupa un poste clé. Il est le vampire qui a liquidé le Parti socialiste en offrant des postes aux différents hiérarques du parti. Il est le continuateur d'une politique commune à la gauche et à la droite, dont la situation sanitaire rend compte fidèlement, notamment pour ce qui concerne l'état de délabrement du service public de santé. Cela signifie bien que le concept de gauche
n'a plus de sens, que cette catégorie, loin d'éclairer le débat, ne fait en réalité que le rendre un peu plus confus. La gauche n'est plus. Elle a déserté le combat pour la transformation sociale et s'est réduite d'elle-même au rang de gauche du capital. Le phénomène n'est pas nouveau. Il a été d'ailleurs théorisé par la fondation Terra Nova dans les années 2010, qui proposait de délaisser les masses populaires irrémédiablement passées à droite, disait-elle, pour se tourner vers la petite bourgeoisie urbaine et les couches issues de l'immigration. Ainsi, il n'y a pas plusieurs gauches, il n'y a plus de gauche du tout. Ce qui existe, ce sont des classes sociales aux intérêts contradictoires. Ce sont des classes dont la classe ouvrière et les salariés qui n'ont plus de représentation politique pour défendre leurs intérêts. Ce qui existe, ce sont des militants sincères, désorientés, qui recherchent une bouée de sauvetage. Quelle que soit l'issue de la gauche, il faudra d'abord reprendre les fondations, la théorie, redéfinir les positions, se déclarer non pour l'aménagement du capitalisme à visage humain, mais pour la construction d'une autre société, d'un autre système. Il faudra dire ce qu'est le socialisme des jours heureux. Il faudra être capable de définir les voies à emprunter pour sortir d'une mondialisation mortifère, pour enrayer la catastrophe en marche, pour relever les défis démocratiques, sociaux, économiques, pour sortir de la course au profit maximum en un minimum de temps. En un mot, il faudra rejoindre les préoccupations et le combat des couches sociales exploitées et quitter celui de la petite bourgeoisie privilégiée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, avant de vous quitter, la sortie de mon livre, La catastrophe en marche et les moyens de la conjurer, que vous pourrez vous procurer soit en le commandant à votre libraire, en précisant son numéro ISBN, soit en le commandant à la librairie Bocchelis ou toute autre librairie en ligne. Voilà. Portez-vous bien, résistons. Salut et à la prochaine.